va la refaire, la large. Ouais, mais c'est vrai que je suis fatigué aussi. Ouais, mais il faut reprendre un coup d'énergie. Ce soir, on n'a pas fini. D'accord. On va se la tenter. Ça tourne, hein. Vous faites l'amour, lui-même à mort, me couvrez-vous à chaque fois. N'allez pas mourir de l'amour, il ne suffit que d'une fois. Et moi qui vous voulez, je ne pourrais plus être. Bon, bah très bien. Bah moi, j'aime bien aussi. En fait, recommence les signes. En fait, On va juste la relire alors sur le moniteur avec la large. attention comme ça, tu l'as ouvert. Attention, il faut que tu restes bien fermé, les mains fermées. Je tiens vraiment à saluer les volontaires sourds d'aide. En 1989, je m'en souviens et je leur tire mon chapeau. C'est grâce à eux que tout a commencé. Au départ, ils étaient arrivés au constat que le sida gagnait du terrain. Ils avaient révélé la situation, les séropositifs, le virus, que l'épidémie se propageait de la même façon chez les sourds et les entendants. C'est alors qu'AID a fait parvenir un dossier au ministère de la Santé, qui a été très surpris d'apprendre qu'il existait des sourds atteints du sida. En fait, au ministère, ils percevaient les sourds comme des handicapés. Et selon eux, un handicapé ne pouvait pas être atteint du sida. Quand ils ont vu les chiffres, ils ont été choqués. Alors ils se sont mobilisés pour enrayer l'épidémie chez les sourds. Et ils ont pris des dispositions. C'est à cette époque-là que le docteur Dagron, un médecin lui aussi actif à AID, a remarqué les actions de notre groupe. Et on a commencé à collaborer parce qu'il avait comme projet de créer un pôle d'accueil en langue des signes à l'hôpital. Le premier pôle d'accueil a été mis en place à la Salpêtrière. La première consultation en France en 1995 a démarré effectivement ici, dans un service de médecine interne, voilà, et en janvier 1995. En période d'épidémie, c'est là où on voit ce qui ne marche pas dans un système de santé. Voilà, donc c'est révélateur. Et donc le sida était révélateur de tout ce qui ne marchait pas en France. Et il y a une chose qui ne marchait absolument pas, c'est l'accès aux soins des sourds. Personne ne s'en souciait. Voilà. Donc c'est vrai que l'épidémie du sida, pour faire face à cette épidémie, s'est posé la question de l'accès aux soins des sourds. Et la première question qui se pose, et la question essentielle, c'est la compréhension, la relation de confiance avec le médecin. Donc utiliser une langue compréhensible de part et d'autre. Et les sourds ont le droit de choisir leur langue. À l'époque, ce n'était pas une obligation légale. C'en est une maintenant, ça c'est un grand changement. Mais les médecins ont pensé qu'il fallait vraiment que les sourds utilisent leur langue, la langue des signes. Les sourds n'avaient jamais pris la parole pour parler des questions de santé. Et donc, il fallait le faire, ils l'ont fait, et c'est quand même quelque chose de très fort, oui.
coupé. Comment t'est venue l'idée de créer le groupe sourd de aide? Moi, au début, j'en aurais jamais eu l'idée. Ça me serait pas venu à l'esprit tout seul. Souvent, les gens imaginent que c'est moi qui suis à l'origine de l'idée, alors que pas du tout. C'est venu de plusieurs personnes qui m'ont sollicité. D'abord, un ami proche. On était à l'école ensemble, c'était un ami d'enfance. Il était très fort pour revendiquer, pour aller vers les gens. Il n'avait pas peur, si nécessaire, de les insulter. Rien ne le gênait. Il se moquait que ce soit un entendant ou pas. Pour nous, c'était vraiment un militant. Lorsqu'il est tombé malade, il n'arrivait plus à aller de l'avant, même pour se renseigner sur sa maladie. Moi, j'ai été remué par sa situation. Quand je lui demandais ce qu'il avait, il me parlait de champignons et je ne comprenais pas. On ne savait pas à l'époque. On n'avait aucune information sur cette maladie qui arrivait. On ne la connaissait pas. Tout ce qu'il me disait m'inquiétait. Et puis un autre ami sourd, qui s'est pendu quand il a appris qu'il était malade. Puis un troisième ami, dont l'état de santé s'était brutalement dégradé jusqu'à ce qu'il décède. Et là j'ai dit c'est pas possible. Un premier, un deuxième, un troisième, je me disais le quatrième ce sera peut-être moi. Comment pouvait-on faire pour arrêter cette hécatombe? Lors d'un cours que je donnais à des interprètes, je leur ai raconté que je connaissais une personne malade qui avait un champignon. C'est eux qui m'ont dit qu'il s'agissait du sida. Je me suis alors rappelé avoir lu quelques lignes sur cette maladie dans un journal. Du coup, je leur ai demandé comment je pourrais venir en aide à cette personne. Et ils m'ont parlé d'une association d'aide. Je me suis dit, tiens, aide. J'ai compris que c'était une association qui venait en aide à ces malades. Comme ils ne pouvaient plus se débrouiller par eux-mêmes, il fallait les aider. Je suis allé sur place et là j'ai vu que l'association s'appelait Aide, AIDS. Alors c'est à partir du moment où Aide Sourd a été créée que vous avez pu avoir accès à l'information? Oui, et ça a été un grand changement. Tu vois, aujourd'hui, toi tu débutes comme volontaire. Moi je l'ai été il y a très longtemps. C'est intéressant d'échanger sur notre vécu et nos expériences, voir si on a les mêmes. C'est vrai que maintenant les gens connaissent Aide et ils pensent qu'ils sont informés. Aujourd'hui, il y a moins de difficultés, l'information est plus accessible. Ce n'était pas le cas avant. C'était dur. Il a vraiment fallu que vous vous battiez. Avant, vous étiez plus en colère, nous, on l'est moins. Moi, je suis jeune, j'ai 20 ans, je fais face à moins de difficultés, c'est vrai que ça n'a plus rien à voir. Mais si ça devenait trop dur dans ma vie professionnelle, je pourrais aussi me révolter. C'est intéressant ce que tu me racontes. Ça signifie qu'il y a eu une réelle évolution. Pour vous, c'est plus confortable. À notre époque, tout manquait. On avait beaucoup de revendications, il a fallu se battre. Le résultat, c'est que beaucoup de choses ont été créées et mises en place. Comme le pôle d'accueil à la Salpêtrière. Il n'existait pas. Aujourd'hui, toi, tu peux en bénéficier. Et c'est pour ça que Sourds en colère s'est mobilisé. C'était un beau mouvement. Les gens nous voyaient comme dangereux, violents, extrémistes. Alors que je peux te dire, c'est complètement faux. Au contraire, on travaillait bien tous ensemble. Hello. Ça va bien? Ça va. Bien? Ça fait longtemps, ouais. Ouais. Ouais, 10, 15, ouais.
Là, c'était où, ça? C'était... Ça, c'est à l'UNESCO. UNESCO, d'accord. C'était pour parler du sida dans le monde et du pourquoi les sourds sont là. Eh oui. On est venu expliquer qu'il fallait que les sourds soient présents. Et c'était un projet d'hôpital en création, en fait, le pôle sourd à la Salpêtrière à l'époque. Ah, très bien. Ça, c'est un médecin qui connaît la langue des signes D'accord. et qui est à l'origine, il s'appelle Dr Dagron, qui a été le premier, en fait, au départ à se battre du côté médical. D'accord. Et je sais pas si tu te rappelles, je me souviens à Act Up, on avait été tellement influencé par Act Up, on voulait faire un petit peu un fax comme ça, qu'on allait diffuser à la presse, dans les ministères, sur la même forme que vous, et on était rentré au ministère de la Communication. Je me souviens de ça, absolument. Pas d'interprète en langue des signes, Carignan s'en fout. Ah, c'est vachement bien, ouais. On a collé ça partout, sur toutes les télés là-bas, et moi, j'ai Ah ouais, très collé. bien, ouais. Ah, c'est vachement bien que tu aies gardé ça, ouais. Et c'est vrai que les sourds, bon, ils étaient en colère, ça leur faisait du bien, mais à côté de ça aussi, ils étaient en colère parce que les malades, en fait, nous permettaient d'être conscients. On n'est pas automatiquement en colère pour être en colère. On est en colère parce qu'on voit bien qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se battre, parce qu'ils sont souffrants, malades, Bien etc. sûr. Donc du coup, ça te délivre une énergie supplémentaire pour aller travailler pour ces gens-là, quoi, pour Bien leur faire sûr. plaisir à eux. D'abord, j'ai envie de vous parler de quelqu'un qui ne peut pas être là ce soir. Quelqu'un qui s'appelle Marie-Louise, qui est zaïroise, qui est séropositive, dont le fils est malade du sida. Cette personne vit actuellement en France de façon irrégulière. Cette personne, il y a 3 semaines, on a été prévenu par l'association Solancy qu'elle allait être expulsée de France vers le Zaïre, un pays dans lequel elle n'a pas accès aux soins. Un pays, si on l'envoie dans ce pays, elle est condamnée à mort. La lutte contre le sida, c'est toujours une lutte qui s'est inscrite dans... on ne voulait pas des privilèges, on ne voulait pas des choses particulières. Bon, bien sûr qu'il y avait des problèmes particuliers à traiter, le 100% pour les séropositifs, des choses comme ça. Mais après, on a toujours dit, non, nous, on ne veut pas des lois particulières pour les séropositifs, surtout pas, parce que ça peut au contraire se retourner contre eux. Et on veut une amélioration pour l'ensemble des malades. Quand on demandait justement les droits des malades à l'hôpital, et qu'il y a une charte qui a été signée et rédigée par Simone Veil, c'était pour tous les malades, c'est pas pour dire ah bah ouais, on va avoir de l'information pour les malades, mais que les malades du sida. Non, surtout pas. Quand on a demandé l'inexpulsabilité des malades étrangers, c'était pour tous les malades atteints de pathologies graves. Il faut que Douste Blazy explique pourquoi le gouvernement français expulse des personnes malades. Il faut dire les choses. Permettez-moi quand même de répondre. Il y a eu des décisions qui ont été prises pour ne pas expulser des gens qui étaient malades. Et au cas par cas, département par département, j'ai demandé et nous demandons à des préfets de faire attention. Voilà, et vous le savez. Marie-Louise, il a fallu qu'on aille à l'aéroport. Marie-Louise, lundi, Marie-Louise est convoquée à la préfecture. Il y a un avion pour le Zaïre mardi. Si on n'est pas lundi avec elle à la préfecture, elle peut se faire expulser mardi. Elle a un gamin qui est malade, qui vit actuellement malade dans un hôpital français. C'est quoi ce pays de merde? Oui, non, d'abord, il ne faut pas dire des choses comme ça. Hein. C'est pas bien. Merci. Moi, je m'en vais. Vous êtes un assassin. Ce que je ne dirais pas, en fait, c'est au moment où, effectivement, on se battait, et les sourds aimaient bien le style et la forme du combat que vous aviez à l'époque. On voulait faire pareil. Pas copier, mais on voulait faire pareil. Et on a surtout beaucoup échangé. C'était important. Et Sourds en colère, ils en ont beaucoup profité, ils ont bien appris autour de ça. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à l'extérieur, les sourds, ils disaient, mais Sourds en colère, ils sont fous, vous êtes dangereux, vous allez prendre des risques. Et en fait, non, la stratégie, elle était bonne. C'était celle d'Act Up, en fait. Ce matin, Act Up lance une opération, un ZAP, comme on dit à Act Up, à la caisse d'allocation familiale, la CAF. On voulait en parler avec vous. Il y a des gens qui manifestent parce qu'on est très très en colère par rapport à tout ce qui se passe, par rapport au délai d'obtention de l'AH. Notre ancien président Clousvenet est mort avant d'avoir reçu son allocation adulte handicapé. Avant de terminer, je voudrais
dire que je crois avoir compris que la prise en charge spécialisée des malentendants à la Pitié-Salpêtrière est de bonne qualité. Je vous ai dit tout à l'heure, excusez-moi, mais j'ai besoin d'intervenir parce que ça fait un moment que je le dis. C'est vrai que je vous ai écouté jusqu'à présent, mais au niveau du service air-son, il faut changer, il faut prendre un autre service, je sais pas moi. J'imagine au niveau des sourds, on trouvait les sourds en colère trop radicaux. Et nous, c'était pareil, on nous trouvait trop radical. Alors, on était d'accord avec ce qu'on demandait, mais on trouvait qu'on ne prenait pas les bonnes méthodes. Et nous, on était persuadés, en tout cas ACT UP, que oui, c'était la bonne méthode. On a dit ACT UP, c'était un groupe violent. Non, il n'y avait jamais eu de violence physique contre personne. C'était une violence symbolique. Et c'était surtout une violence qui était bien en deçà de ce qu'on vivait en tant que malade et en tant que personne qui, on voyait nos copains mourir et donc ça n'avait rien à voir. Cette violence des fois de jeter du faux sang sur un ministère, après il suffit de passer un coup d'éponge. C'est pas la même. Mais c'est vrai que visuellement c'était fort, voilà. Visuellement c'était fort. Et puis les préservatifs sur l'obélisque, voilà. Sida, que c'est cette hécatombe? Sida, que c'est cette hécatombe? Sida, que c'est cette hécatombe? La lutte contre le sida, la voilà. La lutte contre le sida, la voilà. Le monde, il est dominé par un certain type de comportement, par un certain type de gens. Et si tous ceux qui sont à côté de ça, il y en a beaucoup, parce que du coup, entre les femmes, les gays, les sourds, les blacks, les beurs, les handicapés moteurs, les handicapés mentaux, enfin toutes les personnes qui peuvent se sentir différentes, ou en tout cas qu'on considère aussi, ou qu'on peut faire sentir différentes de l'autre côté, ça fait du monde. Mais si elles ne se battent pas, c'est sûr que malheureusement, entre guillemets, c'est le plus fort qui gagne. Donc le plus fort, en général, voilà, c'est celui qui a le pouvoir. C'est Larry Kramer qui disait ça. En fait, le pouvoir, c'est vous êtes dans une grande pièce et puis il y a plein de petits morceaux de papier, de feuilles de papier comme ça, et puis il y a quelqu'un, plouf, qui les a toutes prises tout d'un coup. Et tous les autres, ils arrivent, finalement, il n'y a plus rien, et moi j'ai tout pour moi. Non, le pouvoir, c'est ça, c'est des petites feuilles de papier que chacun doit s'accaparer, et chacun doit s'accaparer, et c'est ça le pouvoir. Et du coup, je crois que malheureusement, sans se battre, on n'y arrivera pas. Être dans la position du demandeur, il faut le faire, mais il faut aussi pouvoir... et ça, je le prends pour moi. Hein. Moi, je me dis, si j'obtiens pas ça, c'est sans doute parce que je l'ai pas demandé. Ou c'est sans doute parce que je l'ai pas suffisamment... en tout cas, moi, je me suis pas suffisamment approprié ça. Si tu veux, pour les minorités, c'est un travail de tous les instants. C'est un combat tout le temps. On sera jamais... regarde l'égalité, les femmes, on pourrait dire qu'elles ont l'égalité en droit. Elles ont le droit de vote, elles ont tous les droits des hommes, mais l'égalité réelle, elle n'est pas là. On voit bien que, y compris dans la politique, la parité, on en est très loin. Les femmes auront toujours à se battre. Et les gays, pareil, et les sourds, pareil. Je pense que c'est vrai que c'est compliqué, parce qu'on aimerait ne pas avoir à se battre. Et en même temps, si tu ne sais pas entendre, les gens ne vont pas venir t'entendre. Début août, il y a eu la conférence mondiale sur le sida. Cette année, c'était à Mexico. ACT UP a fait beaucoup de manifs parce que ni Bachelot, encore moins Sarkozy, ni aucun représentant en fait, du gouvernement, voire même des ministères français n'était là. Donc ça a fait un peu un scandale parce que c'est vrai que ça montrait que la France ne se préoccupait pas beaucoup de cette épidémie. Il y avait le président du Mexique, il y avait quand même des sommités, il y avait le secrétaire général de l'ONU, etc. Et ACT UP a fait beaucoup de manifs parce qu'effectivement, même Bachelot, qui est quand même ministre de la Santé, elle n'a pas fait le déplacement, quoi. Donc ça a fait un peu un scandale sur place, quoi.
Ah oui, parce qu'il faut faire des actions. Sarko, il a promis des choses pendant son élection, puis finalement il ne fait pas. Et si Sarko refuse le pouvoir, il fait quand même pour les armes, moi je participe, même pas seul, mais il faut que nous les sourds on participe aussi. Quoi. Ben oui. Je pense que se battre, c'est toujours ça qui va faire qu'on a une vie quand même plus riche. Parce qu'on va aussi vers les autres. Hein, mais tu vois, je le dis bravo, pour toi aussi. Hein, bien sûr. Non, parce que je sais que tu... Bien sûr, bien sûr. Gaffe à toi mon petit gars, oh oui prends bien garde à toi. Gaffe où tu vas mettre les pieds et tous les autres petits bouts de toi. Oui faites l'amour, oui même à mort, mais couvrez-vous à chaque fois. N'allez pas mourir de l'amour, il ne suffit que d'une fois. Aimez qui vous voulez, mais moi je ne pourrai plus être là pour te redire ne ton bonheur, pour vous le dire à chaque fois. On voit bien là ce que le militantisme contre le sida a apporté. Et les sourds, qu'apporte leur contribution à la société? Ce sera notre thématique de janvier. Vous trouverez les adresses des associations de lutte contre le sida sur notre site de l'Œil et la Main, où vous pourrez revoir toutes nos émissions.